Le jardinier a été licencié pour vol, et le millionnaire a vu son pendentif, le même qu'il avait donné à son fils avant sa disparition il y a 26 ans. Dans la vallée de la Loire, là où les vignobles s'étendent à perte de vue, se dressaient majestueusement les hauteurs, domaine ancestral des Delacroix, derrière ces murs de pierre calcaire patinés par le temps. Le domaine cachait bien plus que ses caves renommées et ses jardins somptueux. Dominique Delacroix, silhouette voûtée de 67 ans, contemplait l'horizon depuis la terrasse du manoir familial. Son regard, autrefois vif, était désormais voilé par une brume de chagrin qui ne s'était jamais dissipée. À ses pieds s'étendait un roseraie extraordinaire, joyau du domaine qu'il avait planté 26 ans auparavant. « Monsieur », l'interpella une voix sèche, « il est l'heure de vos médicaments. » Nadine Bouvier, droite et impeccable dans son tailleur gris, s'approchait avec un plateau en argent, à 55 ans. Son visage anguleux ne trahissait aucune émotion, hormis peut-être une certaine satisfaction contenue qui flottait au coin de ses lèvres minces. « Déjà, » soupira Dominique, « le temps passe tellement vite, Nadine. »« Oui, et il ne s'arrête pour personne, » répondit-elle en lui tendant un verre d'eau et 2 pilules. Même pas pour les Delacroix. Dominique avala docilement les médicaments, depuis la disparition d'Antoine et la mort de Marguerite. Sa femme Nadine était devenue indispensable, cousine éloignée de Marguerite. Elle avait d'abord été engagée comme infirmière, puis était progressivement devenue l'administratrice du domaine, la gardienne de sa santé, et finalement, sa seule confidente. Le nouveau jardinier travaille encore à la roseraie, remarqua Dominique, en désignant d'un geste faible une silhouette au loin. « Ce Félix, » répondit Nadine avec une pointe d'agacement, « il passe trop de temps sur ses roses. J'aurais dû engager quelqu'un de plus expérimenté après la mort de Marie. Marie Duval avait été bien plus qu'une jardinière, gouvernante, confidente, mémoire vivante des hauteurs. Elle avait servi la famille pendant 40 ans, avant de s'éteindre subitement 8 mois plus tôt. Sa disparition avait laissé un vide que personne n'avait réussi à combler. « Il a un don », murmura Dominique. « Regarde comme elles fleurissent sous ses mains. On dirait qu'elles lui parlent. » Nadine pinça les lèvres. « Les roses ne parlent pas, Dominique. Et ce garçon est trop curieux. Je l'ai surpris près de votre bureau hier. » Dominique sourit faiblement. « Il cherchait peut-être des outils. Ne sois pas si méfiante, Nadine. Ma méfiance vous a bien servi pendant toutes ces années, » répondit-elle sèchement. « N'oubliez pas que c'est grâce à elle que le domaine prospère encore. » Elle récupéra le verre vide et se dirigea vers l'intérieur, laissant Dominique seul avec ses souvenirs et ses roses. Au loin, Félix Mercier, 26 ans, taillait méticuleusement les rosiers avec une dextérité surprenante. Grand, les épaules larges, son visage aux traits fins, contrastait avec la rudesse de ses mains calleuses, sous sa casquette, des boucles châtaines s'échappaient, encadrant un regard vert intense. « Toujours aux aguets, elle vous surveille encore », chuchota-t-il à la rose qu'il taillait. Mais elle ne sait pas que les roses sont les meilleures gardiennes des secrets. Ses doigts s'attardèrent sur un rosier particulier, celui que Dominique avait planté à la naissance d'Antoine. Miraculeusement, il avait survécu pendant toutes ces années, comme si une partie d'Antoine refusait de disparaître complètement. Un flash du passé traversa l'esprit de Dominique. Cette nuit-là, 26 ans plus tôt, la dispute avait éclaté comme un orage d'été. « Jamais !» avait-il hurlé. « Jamais un Delacroix ne s'unira à une Mercier. Cette famille nous a volé nos sources pendant des générations. » Le visage d'Antoine, déformé par la colère et la douleur, restait gravé dans sa mémoire. « Tu ne comprends rien à l'amour, père, et tu ne comprends rien à Colette. Elle n'est pas responsable des actes de son père. » L'amour, avait ricané Dominique. À 18 ans, ne sois pas ridicule, c'est une manipulation des Merciers pour mettre la main sur nos terres. Antoine avait alors fait ce qu'aucun Delacroix n'avait jamais osé faire. Il avait défié l'autorité patriarcale. Si tu ne peux pas accepter mon amour pour elle, alors je ne suis plus ton fils. Il était parti cette nuit-là. Sous une pluie battante, Dominique n'avait jamais revu son fils. Les recherches avaient duré des mois, mobilisant gendarmes et villageois. Sans résultat, Antoine s'était évaporé comme la brume matinale sur la Loire. Marguerite n'avait jamais accepté cette disparition. « Il est vivant, je le sens », répétait-elle. Mais peu à peu, une étrange maladie l'avait rongé. Des tremblements d'abord, puis une faiblesse généralisée, des pertes de mémoire. Les médecins avaient parlé de dégénérescence neurologique, peut-être déclenchée par le traumatisme. Nadine l'avait soigné jour et nuit,
administrant religieusement les traitements. Mais rien n'y avait fait. Marguerite s'était éteinte 5 ans après la disparition d'Antoine, emportant avec elle l'ultime espoir de revoir leur fils. Félix s'approcha discrètement du vieux propriétaire perdu dans ses souvenirs. « Monsieur Delacroix, dit-il doucement, j'ai fini de tailler les rosiers du secteur Est. Les boutures que vous m'avez demandées sont prêtes. » Dominique sursauta légèrement, revenant au présent. « Ah, Félix, merci. » Il observa le jeune homme plus attentivement. « Tu as appris cette technique de taille quelque part. Je ne l'ai jamais vue auparavant. »« Ma mère, » commença Félix avant de se reprendre. « Ma tutrice, celle qui m'a élevée, me l'a enseignée. Elle disait qu'elle venait d'une très vieille tradition. Ta tutrice avait du talent, remarqua Dominique. Ses roses n'ont jamais été aussi belles, même du temps de Marie. » Félix baissa les yeux, comme si ce compliment le mettait mal à l'aise. « Marie m'a beaucoup appris avant de... Oui, sa mort a été si soudaine, » soupira Dominique. Un arrêt cardiaque à son âge, ce n'était pas si surprenant, mais elle me manque. Elle connaissait chaque pierre de cette maison, chaque secret. « Les vieilles maisons ont toujours des secrets, » murmura Félix. Dominique fixa le jeune homme avec une intensité nouvelle. Il y avait quelque chose de familier dans son profil, dans la façon dont il penchait légèrement la tête sur le côté quand il réfléchissait. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit-il finalement. Félix se raidit imperceptiblement. « Vraiment, oui, mais je n'arrive pas à... » Dominique fut interrompu par une quinte de toux qui le plia en deux. « Monsieur, vous allez bien ?» Félix se précipita pour le soutenir. « Ce n'est rien, » haleta Dominique en s'appuyant malgré lui sur le bras solide du jardinier. « Ces derniers temps, ma santé... » Dominique. La voix de Nadine claqua comme un fouet depuis la terrasse. « Que se passe-t-il ? Une simple quinte de toux, Nadine, » répondit Dominique en se redressant. « Félix m'aidait, c'est tout. » Nadine s'approcha rapidement, son regard glacial fixé sur la main de Félix qui soutenait encore le vieil homme. « Je vais prendre le relais, » dit-elle fermement. « Retourne à ton travail. » Félix, le jeune homme s'inclina respectueusement et s'éloigna, non sans jeter un dernier regard vers la maison principale. Là-haut, dans l'ancienne chambre d'Antoine, se trouvait la clé de tout. Il le savait, Marie le lui avait dit. Et bientôt, très bientôt, justice serait faite. Un taxi s'arrêta devant le portail en fer forgé des hauteurs. Soulevant un nuage de poussière sur l'allée gravillonnée, Félix, qui taillait la haie près de l'entrée, se figea, sécateur en main. 2 silhouettes féminines émergèrent du véhicule. « Mon Dieu, rien n'a changé », murmura la plus âgée, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants. Son visage émacié portait les stigmates d'une fatigue profonde. « Maman, tu es sûre que c'est une bonne idée ?» demanda la plus jeune en récupérant leur valise. Grande, élancée, avec une queue de cheval stricte, elle dégageait une assurance professionnelle qui contrastait avec son regard inquiet. « Je n'ai plus le choix, Émilie, » répondit Sophie Delacroix, en s'appuyant lourdement sur sa canne. « Et puis, il est temps que tu connaisses ton héritage. » Félix s'approcha, dissimulant son trouble. « Bonjour, mesdames. Puis-je vous aider avec vos bagages ? » « Nous sommes attendus, » répondit Émilie sèchement. « Je suis Émilie Laurent, et voici ma mère, Sophie Delacroix. » Le visage de Félix trahit une brève surprise. « Madame Delacroix, la sœur de Monsieur Dominique ?»« Exactement, » confirma Sophie avec un sourire las. « Et vous êtes... » « Félix Mercier, le jardinier, » répondit-il en s'inclinant légèrement. « Laissez-moi vous conduire. » Il les guida le long de l'allée bordée de tilleuls centenaires, portant leurs valises. Sophie marchait lentement, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle. Émilie l'observait avec une inquiétude grandissante. « Comment va mon frère ?» demanda Sophie. « Il a ses bons et ses mauvais jours, madame, » répondit prudemment Félix. « Madame Bouvier veille sur lui. » Sophie émit un petit rire sans joie. « J'imagine bien. » Ils arrivèrent enfin devant le perron où Nadine les attendait, droite comme un « i », une expression indéchiffrable sur le visage. « Sophie, » dit-elle d'une voix neutre. « Quelle surprise après toutes ces années. »« Nadine, » répondit Sophie sur le même ton. « Je vois que tu as pris tes aises. » Un silence glacial s'installa, que seul le chant des oiseaux osait troubler. « Et vous devez être Émilie ?» reprit finalement Nadine, dévisageant la jeune femme. « Votre mère nous a si peu parlé de vous. Le plaisir est partagé, » répliqua Émilie avec un sourire professionnel. « Criminologue et médecin légiste, j'ai beaucoup entendu parler de vous aussi. Madame Bouvier,
Un éclair de contrariété traversa le regard de Nadine. « Félix, monte les bagages dans les chambres de l'aile est, celle en bleu pour Madame Sophie, et la petite à côté pour Mademoiselle. »« L'aile est » s'étonna Sophie. « Mais c'est la plus éloignée et la plus humide. Les autres chambres sont en rénovation, » coupa Nadine. « Et puis, la vue sur les vignes y est splendide. » Sophie et Émilie échangèrent un regard. « Où est mon frère ?» demanda Sophie. « Il se repose. Sa santé est fragile, comme vous le savez. Les émotions fortes lui sont déconseillées. »« Notre arrivée est une émotion forte, » ironisa Sophie. « Après tout, je ne suis que sa sœur, à cet instant. » La porte principale s'ouvrit sur Dominique, plus pâle et plus frêle que dans les souvenirs de Sophie. « Sophie, » murmura-t-il, incrédule. « Dominique » s'exclama Sophie en se précipitant vers lui, oubliant momentanément sa fatigue. Frère et sœur s'étreignirent maladroitement, émus. Nadine observait la scène, les lèvres pincées. « Et voici Émilie » dit Sophie en attirant sa fille. « Ta nièce. » Dominique contempla la jeune femme, cherchant dans ses traits une ressemblance avec le passé. « Tu as les yeux de ta grand-mère » dit-il finalement. Émilie sourit, touchée malgré elle. « Enchantée de vous rencontrer. »« Mon oncle. »« Dominique » intervint sèchement Nadine. « Vous devriez rentrer, l'air fraîchi, et vous savez ce que le docteur a dit. »« Le docteur dit beaucoup de choses, » répliqua Sophie. « Mais parfois, l'âme a besoin de nourriture plus que le corps de médicaments. » Le dîner fut servi dans la grande salle à manger. Sous le regard sévère des portraits des Delacroix, Sophie, visiblement affaiblie, mangeait à peine, observant attentivement son frère, qui semblait absent, perdu dans ses pensées. « Alors, Émilie, » commença Nadine, en servant une soupe aux morilles. « La criminologie, un choix de carrière intéressant. »« Passionnant, » corrigea Émilie. « J'ai toujours été fascinée par les secrets que révèlent les corps et les lieux. » « Et que révèle-t-il, généralement ?» demanda Dominique, soudain intéressé. « Que la vérité finit toujours par refaire surface, » répondit Émilie en soutenant le regard de Nadine. D'une façon ou d'une autre, un silence pesant s'installa. Rompu uniquement par le tintement des couverts, « Et vous, Madame Bouvier ?» reprit Émilie. « Comment une infirmière devient-elle administratrice d'un domaine viticole ?»« Par nécessité, » répondit sèchement Nadine. Après le décès de votre tante et la disparition de votre cousin, quelqu'un devait prendre les choses en main. Et tu l'as fait admirablement, ajouta Dominique. Les hauteurs n'ont jamais été aussi prospères. Sophie toussa violemment, portant sa serviette à ses lèvres. Quand elle la retira, Émilie aperçut une tache de sang qu'elle tenta de dissimuler. « Maman » s'inquiéta-t-elle. « Ce n'est rien » murmura Sophie. « Un peu de fatigue. Tu devrais prendre tes médicaments » suggéra Émilie. « Je les ai oubliés à Paris » avoua Sophie. « Je peux vous préparer quelque chose » proposa immédiatement Nadine. « J'ai gardé mes compétences d'infirmière. »« Non » s'exclama Sophie, plus vivement qu'elle ne l'aurait voulu. « Je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Émilie contactera mon médecin demain, plus tard dans la soirée. » Émilie accompagna sa mère jusqu'à sa chambre. Sophie semblait à bout de force. « Pourquoi sommes-nous vraiment ici, maman ?» demanda Émilie en l'aidant à s'asseoir sur le lit. « Tu n'as jamais voulu me parler de cette famille. Et maintenant ?» Sophie saisit la main de sa fille. « Je suis malade. »« Émilie, plus que je ne te l'ai dit. De quoi souffres-tu exactement ? Les médecins n'ont jamais été clairs. Les mêmes symptômes que Marguerite, » murmura Sophie. « Ça a commencé il y a 6 mois. D'abord la fatigue, puis les tremblements, la confusion. Une maladie neurodégénérative, peut-être ?» concéda Sophie. « Ou peut-être pas. » Elle se leva péniblement et alla verrouiller la porte, dessous son chemisier. Elle sortit un petit carnet relié de cuir vert, qu'elle tendit à sa fille. « Le journal de Marguerite » expliqua-t-elle. « Je l'ai récupéré après sa mort, avant que Nadine ne puisse mettre la main dessus. » Émilie feuilleta le carnet, découvrant une écriture fine et serrée, entrecoupée de symboles étranges. « C'est codé » remarqua-t-elle. « Marguerite et moi avions inventé ce code quand nous étions jeunes, » expliqua Sophie. Elle s'en est servie pour consigner ses soupçons. Ses soupçons. Sophie hésita, puis baissa la voix. Marguerite pensait que quelqu'un l'empoisonnait lentement. Émilie écarquilla les yeux. « Maman, c'est une accusation très grave. »« Je sais, » soupira Sophie. « J'ai cru qu'elle délirait à cause de la maladie et du chagrin, mais maintenant que j'ai les mêmes symptômes, tu crois que toi aussi,
Je ne sais pas, admit Sophie. Mais rien aux hauteurs n'est ce qu'il semble être. Antoine n'a pas simplement disparu, Marguerite n'est pas morte d'une maladie naturelle, et ce jardinier, Félix, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Tu n'as pas remarqué? Il ressemble tellement à... Sophie fut interrompue par une nouvelle quinte de toux, plus violente. Du sang tachait maintenant sa chemise de nuit. « Maman !» s'écria Émilie en se précipitant vers elle. « Cache ce journal !» haleta Sophie. « Ne fais confiance à personne, surtout pas à Nadine. » À l'extérieur, dans l'obscurité du parc, Félix observait la fenêtre illuminée de Sophie. Une silhouette passa devant les rideaux. Émilie, penchée sur sa mère, il serra le médaillon caché sous sa chemise, celui que Marie lui avait remis avant de mourir. « C'est commencé », murmura-t-il. « Comme tu l'avais prédit, Marie. » Dans la chambre voisine de celle de Sophie, Nadine fouillait méthodiquement dans une mallette. Elle en sortit une petite fiole au contenu ambré, qu'elle contempla à la lueur de sa lampe de chevet. Son visage, habituellement impassible, s'anima d'une satisfaction malsaine. « Pas maintenant, Sophie, » murmura-t-elle. « Pas quand je suis si proche du but. » À l'aube, Émilie s'installa sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Le journal de sa tante Marguerite entre les mains, elle avait à peine dormi, troublée par les révélations de sa mère et l'atmosphère oppressante du manoir. Dehors, la brume matinale enveloppait encore les vignes, créant un voile fantomatique sur la propriété. Le journal était difficile à déchiffrer. Non seulement l'écriture s'était détériorée au fil des pages, signe probable de la maladie qui rongeait Marguerite, mais le code qu'elle partageait avec sa mère s'avérait plus complexe que prévu. 3 avril 1998. Encore ces tremblements aujourd'hui, D s'inquiète, mais N dit que ce n'est que de l'anxiété. Pourquoi ces symptômes apparaissent-ils après chaque thé qu'elle me prépare? Émilie fronça les sourcils. N devait être Nadine, déjà présente à l'époque. 12 mai. J'ai fait analyser discrètement un échantillon de mon sang. Trace d'un composé non identifié. Le médecin suggère une contamination de l'échantillon. Je suis certaine que non. Au loin, elle aperçut une silhouette qui se dirigeait vers la roseraie. Félix? Il travaillait déjà, alors que le soleil commençait à peine à percer la brume. Elle l'observa un moment, intriguée par sa dévotion aux roses, mais aussi par quelque chose dans sa démarche, dans sa façon de pencher légèrement la tête sur le côté. Un souvenir flou émergea de son enfance, un adolescent aux cheveux châtains qui la faisait tournoyer dans ce même jardin. Antoine, son cousin disparu. Elle avait 8 ans la dernière fois qu'elle l'avait vu. Un coup sec à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle, votre petit déjeuner !» annonça la voix de Nadine. Émilie cacha précipitamment le journal sous l'oreiller et alla ouvrir. Nadine se tenait là, un plateau à la main, son habituel sourire figé sur les lèvres. « Je ne vous ai rien demandé, » dit Émilie. Méfiante, l'hospitalité des hauteurs, répondit Nadine en pénétrant dans la chambre sans y être invitée. « Comment va votre mère ce matin ? Elle dort encore. Sa nuit a été difficile. » Nadine déposa le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « J'ai préparé du thé et des croissants, les mêmes que votre tante appréciait tant. » Émilie nota la formulation. « Comment va l'état de santé de mon oncle exactement ?» demanda-t-elle, changeant délibérément de sujet. « Complexe, » soupira Nadine. Son cœur s'affaiblit, et sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. Le chagrin, vous savez, la perte d'un fils, d'une épouse. Quel médicament prend-il ? Le regard de Nadine se durcit imperceptiblement. « Pourquoi cette question ? Simple curiosité professionnelle ?» répondit Émilie en haussant les épaules. « J'ai quelques connaissances en pharmacologie. Des bêta-bloquants, principalement, » répondit Nadine après une hésitation. « Prescrit par le docteur Moreau, notre médecin de famille depuis 30 ans. J'aimerais le rencontrer. Il est très occupé, » trancha Nadine. « Mais je lui transmettrai votre souhait. » Après le départ de Nadine, Émilie fixa le plateau avec suspicion. Elle ne toucha ni au thé ni au croissant. Plus tard dans la matinée, elle trouva son oncle dans la bibliothèque, feuilletant un vieil album photo. Il paraissait perdu dans ses souvenirs. Fragile et vulnérable. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-elle doucement. Dominique sursauta légèrement, puis sourit. « Émilie, bien sûr, viens voir. C'est Antoine. » La photo montrait un jeune homme souriant, debout près d'un rosier en fleurs. Le choc fut immédiat pour Émilie. La ressemblance avec Félix était frappante. Même sourire en coin, mêmes yeux vifs, même posture.
Il était si plein de vie, murmura Dominique, têtu comme une mule, comme tous les Delacroix. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Osa demander Émilie. Le visage de Dominique s'assombrit. Une dispute terrible à propos de cette fille Mercier, Colette. Il ferma brièvement les yeux. Nous nous sommes dit des choses impardonnables. Il est parti sous la pluie. J'étais certain qu'il reviendrait le lendemain, que sa colère serait retombée. Mais il n'est jamais revenu. Non, la police a enquêté pendant des mois. Certains pensaient qu'il s'était enfui avec elle, d'autres qu'il avait eu un accident dans la Loire. Son corps n'a jamais été retrouvé. Émilie hésita, puis demanda « Et cette Colette, qu'est-elle devenue ?»« Disparue aussi peu après » répondit Dominique. Son père, ce vieux renard de Pierre Mercier, prétendait qu'elle était partie étudier à l'étranger. Je n'y ai jamais cru, Monsieur Delacroix, intervint la voix de Nadine depuis le seuil de la bibliothèque. Il est l'heure de vos médicaments et de votre promenade. Émilie nota l'irritation fugace dans le regard de son oncle, rapidement remplacée par une résignation inquiétante. Nous parlerons plus tard, murmura-t-il à Émilie, avant de suivre docilement Nadine. Restée seule, Émilie examina discrètement les flacons de médicaments alignés sur une petite table. 5 prescriptions différentes, toutes signées du docteur Moreau. Elle prit quelques photos avec son téléphone et préleva subtilement un comprimé de chaque boîte. Dans l'après-midi, Émilie se rendit au chevet de sa mère. Sophie s'était légèrement réveillée, mais ses yeux semblaient évoilés. « Je crois que quelqu'un est entré dans ma chambre pendant que je dormais, » murmura-t-elle. « Mes affaires ont été déplacées. Nadine, probablement cette femme a toujours été obsédée par notre famille. Elle idolâtrait Dominique, même du vivant de Marguerite. » Sophie fut interrompue par une nouvelle quinte de toux. Émilie lui tendit un verre d'eau. « J'ai commencé à déchiffrer le journal, » confia-t-elle. Tante Marguerite soupçonnait réellement un empoisonnement. « Fais attention, Émilie, » souffla Sophie. « Si ces soupçons étaient infondés, et si j'ai raison au sujet de ma propre maladie, je serai prudente, promit Émilie. Repose-toi maintenant. » En sortant de la chambre de sa mère, Émilie aperçut Félix qui traversait le hall avec des outils de jardinage. Elle le suivit discrètement jusqu'à la remise. « Monsieur Mercier », appela-t-elle en entrant dans la petite bâtisse de pierre. Félix se retourna, surpris. « Mademoiselle Laurent, puis-je vous aider? En fait, je me demandais si vous pourriez m'éclairer sur quelque chose. » Elle s'approcha, notant sa posture soudain tendue. « Vous ressemblez étrangement à mon cousin disparu. » Le visage de Félix demeura impassible, mais ses doigts se crispèrent sur la bêche qu'il tenait. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? C'est pourtant frappant. Même profil, même façon de pencher la tête. Simple coïncidence, » trancha Félix. « Si vous voulez bien m'excuser. » Il tenta de la contourner, mais Émilie lui barra le passage. « Marie vous a embauché, n'est-ce pas, avant sa mort ?» Une lueur fugace traversa le regard de Félix. « Oui, et alors? Étrange coïncidence. Elle meurt, vous arrivez, et vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à Antoine Delacroix. »« Je ne suis qu'un jardinier, » répondit-il froidement. « Et maintenant, j'ai du travail. » Le soir même, Dominique convoqua tout le monde dans le salon. Son visage habituellement résigné affichait une expression inhabituellement ferme. « Des objets de valeur ont disparu, » annonça-t-il. « Une montre en or, ayant appartenu à mon père, et le collier de perles de Marguerite, Nadine, droite comme un i à ses côtés, hocha gravement la tête. « J'ai fait l'inventaire ce matin. Ces objets étaient dans le coffre-fort de votre bureau. Un coffre-fort dont vous seul connaissez la combinaison, Nadine, » intervint Sophie, qui avait insisté pour se joindre à eux malgré sa faiblesse. « Et Dominique ?»« Bien sûr, » répliqua Nadine, glaciale. « Qui soupçonnez-vous » demanda Émilie. Nadine et Dominique échangèrent un regard. « Eh bien, » commença Dominique, visiblement mal à l'aise. « Le jardinier ?» trancha Nadine. « Il a été vu rôdant près du bureau hier. Et ces derniers temps, il pose beaucoup de questions sur la famille. »« C'est ridicule, » protesta Sophie. « Pourquoi accusez-vous ce pauvre garçon sans preuve ? Nous pourrions appeler la police, » suggéra Émilie, observant attentivement la réaction de Nadine. « Non !» s'exclama cette dernière, avant de se reprendre. « Je veux dire, inutile d'exposer les affaires de la famille, Dominique et moi allons gérer cela en interne. Plus tard cette nuit-là, Émilie, incapable de trouver le sommeil,
observait depuis sa fenêtre la roseraie baignée par le clair de lune. Une silhouette s'y déplaçait furtivement. « Félix ?» Il semblait chercher quelque chose. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle. « Et quel est ton lien avec cette famille dans la chambre voisine ?» Sophie se réveilla en sursaut. Le souffle court. Une présence s'était glissée hors de sa chambre. Elle en était certaine. Sur sa table de nuit, son verre d'eau avait été déplacé. La tension était palpable au petit déjeuner. Sophie, plus pâle que jamais, fixait sa tasse de thé sans y toucher. Émilie scrutait discrètement les gestes de Nadine. Qui servait Dominique avec son efficacité habituelle, le vieux propriétaire semblait ailleurs, son regard dérivant constamment vers la fenêtre qui donnait sur la roseraie. « Dominique » dit finalement Nadine, brisant le silence. « Nous devons parler de ce jardinier. Les vols continuent. » Émilie leva brusquement la tête. « D'autres objets ont disparu. Un stylo plume en argent, » précisa Nadine. « Celui qu'Antoine utilisait pour ses études. Il était dans le tiroir de votre bureau, Dominique. » Le vieil homme soupira profondément. « C'est curieux. Je croyais que tu l'avais rangé dans le coffre avec les autres souvenirs d'Antoine. » Une lueur d'irritation traversa le regard de Nadine. « J'allais justement le faire. Avez-vous des preuves contre Félix ?» demanda Émilie. « Ou s'agit-il simplement de soupçons ? J'ai surpris ce garçon hier soir, rôdant autour de la maison après minuit, » affirma Nadine. « Qu'y faisait-il, sinon chercher d'autres objets à voler ?» Sophie toussa légèrement. Peut-être cherchait-il simplement à vérifier l'état des roses. Il est très dévoué à son travail. « Trop dévoué, » rétorqua Nadine. « Il est obsédé par cette roseraie, comme s'il y cherchait quelque chose. » Elle se tourna vers Dominique, sa voix adoucie mais ferme. « Je pense qu'il est temps de s'en séparer. » Le visage de Dominique se durcit, retrouvant momentanément l'autorité d'autrefois. « Ces roses sont tout ce qui me reste d'Antoine, et ce garçon est le seul à les faire fleurir comme avant. » « Votre sentimentalisme vous aveugle, » insista Nadine. « Nous avons besoin d'un vrai professionnel, pas d'un vagabond qui s'est présenté à notre porte juste après la mort de Marie. »« Ce n'est pas un vagabond, » s'exclama soudain Sophie. Ce garçon, elle s'interrompit, saisie d'une nouvelle quinte de toux. Cette fois, le sang était plus abondant. Émilie se précipita à ses côtés. « Maman, tu dois voir un médecin immédiatement. » Inutile d'alarmer tout le monde, intervint Nadine. « J'ai appelé le docteur Moreau ce matin. Il passera en début d'après-midi. » Émilie aida sa mère à regagner sa chambre. Laissant Dominique seule avec Nadine, dès qu'elles furent parties, celle-ci se pencha vers lui. « Vous savez que j'ai raison, » murmura-t-elle. « Ce garçon cache quelque chose. Et ces vols, les objets disparus appartiennent tous à Antoine. » Dominique hésita, puis acquiesça lentement. « Parle-lui, mais avec tact. »« Nadine, il fait des miracles avec les roses d'Antoine. Je m'en occupe, » promit-elle avec un sourire satisfait. Dans le jardin, Félix taillait méticuleusement les rosiers, ses gestes précis trahissant une connaissance intime des plantes. Il sentit une présence derrière lui et se retourna. Nadine se tenait là, droite comme un if. « Monsieur Mercier, » commença-t-elle d'une voix doucereuse. « Pouvons-nous parler ? Je vous écoute, » répondit-il sans cesser son travail. « Des objets de valeur ont disparu. Ainsi j'ai entendu. Des objets liés à Antoine Delacroix. » Cette fois, Félix s'immobilisa. « Et vous me soupçonnez ? Vous êtes arrivé juste après la mort de Marie ? Vous n'avez aucune référence vérifiable et vous semblez particulièrement intéressé par cette famille. Je suis jardinier, » répliqua-t-il calmement. « Mes seuls intérêts sont ces roses. Qui vous a appris à vous occuper des roses exactement ?» Un éclair passa dans le regard de Félix. « Ma mère ? Votre mère ?» répéta Nadine avec un sourire froid. « Et qui était-elle ? » « Une femme qui aimait les roses, » répondit-il simplement. « Maintenant, si vous permettez, j'ai du travail. »« Plus maintenant, » trancha Nadine. « Monsieur Delacroix souhaite que vous quittiez la propriété. Aujourd'hui, » Félix se figea. « Je veux l'entendre de sa bouche. »« Comme vous voudrez. » Ils se dirigèrent vers la maison, où Dominique attendait dans son bureau. Le vieil homme semblait mal à l'aise, évitant le regard de Félix. « Est-ce vrai ?» demanda directement Félix. « Vous me renvoyez ?» Dominique hésita, cherchant ses mots. « Des objets de valeur sentimentale ont disparu, Félix. Je n'accuse personne, mais... »« C'est moi que vous accusez !» coupa Félix, une colère contenue dans la voix, après 8 mois de service loyal, sans la moindre preuve. « Les circonstances sont troublantes, » intervint Nadine. «
et vous n'avez jamais été très transparent sur votre passé. »« Mon passé ne regarde que moi, » répliqua Félix, les poings serrés. Dominique soupira. « Je suis désolé, mon garçon, mais dans les circonstances actuelles, je comprends, » dit Félix, la mâchoire serrée. « Je partirai avant ce soir. » Il sortit rapidement, se dirigeant vers sa petite chambre au-dessus de la remise. Émilie, qui avait observé la scène depuis le couloir, le suivit discrètement. Félix jetait rageusement ses maigres possessions dans un sac quand Émilie apparut à la porte. « C'est injuste, » dit-elle simplement. « La vie est rarement juste, mademoiselle Laurent, » répondit-il sans la regarder. « Vous n'avez rien volé, n'est-ce pas ? » « Qu'importe ce que je dis, votre famille a déjà décidé. »« Ce n'est pas ma famille qui a décidé, » corrigea Émilie. « C'est Nadine. Elle vous craint ? » Félix, la question est « Pourquoi ?» Il s'immobilisa un instant, puis reprit son rangement. Peut-être parce qu'elle sait que je ne suis pas dupe de son petit manège. Quel manège ? Félix se tourna enfin vers elle, le visage tendu. Demandez-vous pourquoi votre mère et votre oncle présentent les mêmes symptômes étranges que votre tante autrefois. Demandez-vous pourquoi Nadine contrôle qui entre et sort de cette maison, qui parle à qui, et quels médicaments prend chacun. Émilie s'approcha, baissant la voix. Je me le demande déjà, mais vous, qui êtes-vous vraiment, Félix Mercier ? Il la fixa intensément, comme s'il hésitait à se confier. Puis il secoua la tête. Personne, juste un jardinier qui part. Il jeta son sac sur son épaule et se dirigea vers la sortie. Émilie le suivit jusqu'à la cour, où Dominique était descendu pour assister à son départ. Nadine à ses côtés comme une ombre vigilante. Félix traversa la cour à grandes enjambées. Passant devant le vieil homme sans un regard, soudain, il trébucha sur une dalle inégale. Dans sa chute, quelque chose se détacha de son cou et tomba au sol avec un tintement métallique. Un médaillon en argent. Dominique s'approcha lentement et le ramassa. Son visage se décomposa. Dans sa main tremblante reposait un médaillon orné de l'image de Notre-Dame de Paris, avec une inscription gravée au dos. « Pour mon fils Antoine, ton sang est mon sang, jusqu'à l'éternité, père. »« Où as-tu eu ça ?» murmura Dominique, le visage blême. Félix se releva lentement, son regard allant du médaillon à Nadine, dont le visage s'était figé en un masque d'effroi. « Il m'a été donné, » répondit-il finalement. « Par qui ?» exigea Dominique, sa voix retrouvant une force inattendue. « Ce médaillon était à Antoine. Je le lui ai offert pour ses 15 ans. Il ne s'en séparait jamais. » Le silence s'abattit sur la cour. Même Nadine semblait pétrifiée. « Je peux tout expliquer, » dit finalement Félix. « J'espère bien, » gronda Dominique. « Dans mon bureau maintenant ?» Nadine tenta d'intervenir. « Dominique, votre cœur, l'émotion est mauvaise pour... » « Silence, » ordonna le vieil homme. « Pour la première fois depuis des années, je veux des réponses, de vraies réponses. » Dans le bureau, Félix resta debout face à Dominique, qui serrait toujours le médaillon. « Je t'écoute, » dit ce dernier. Félix inspira profondément. « Ma mère était Colette Mercier. » Dominique chancela, comme frappé par un coup invisible. « Colette, la fille de Pierre Mercier. Oui, elle est morte quand j'avais 8 ans. » continua Félix, évitant soigneusement le regard d'Émilie qui les avait suivis. « Marie Duval m'a élevée ensuite. Elle travaillait pour les Mercier avant de venir ici. »« Marie, » s'étonna Dominique. « Notre Marie. Elle était la nourrice de ma mère, » expliqua Félix. « Elle m'a toujours parlé des hauteurs, du roséral, et de ce médaillon. Elle m'a dit qu'il me revenait de droit. »« De droit, » s'étonna Dominique. « Comment pourrait-il te revenir de droit, à moins que... » Son visage s'illumina soudain de compréhension. « Antoine et Colette, tu es... »« Je suis venu récupérer ce qui me revient, » affirma Félix, le menton relevé avec défi. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 26 ans, Nadine, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. « Vous allez croire ce menteur, il invente tout pour s'approprier votre fortune. » Mais Dominique ne l'écoutait pas. Il fixait Félix, cherchant dans ses traits les échos du visage d'Antoine. « Mon petit-fils, » murmura-t-il, incrédule. « Il ment, » insista Nadine, le visage crispé par la colère. « C'est un imposteur qui cherche à s'approprier votre fortune, Dominique. Ne voyez-vous pas à quel point son histoire est cousue de fil blanc ?» Dominique, toujours sous le choc,
fixait alternativement le médaillon. Et Félix, Antoine, et Colette Mercier, un enfant, murmurait-il, comme pour lui-même. Je n'ai pas menti sur l'essentiel, affirma Félix. Marie m'a élevé après la mort de ma mère. Elle m'a parlé de mon père, de vous, des hauteurs. Elle m'a donné ce médaillon en me disant qu'il m'appartenait. Pourquoi ne pas vous être présenté directement ? Demanda Émilie, qui observait la scène avec un mélange de méfiance et de fascination. Et qui m'aurait cru, répondit Félix avec amertume. Un inconnu surgissant de nulle part, prétendant être le petit-fils disparu. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était vraiment passé ici. Dominique s'affaissa dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Où est Colette maintenant ? Pourquoi n'est-elle jamais revenue me parler d'un petit-fils » Une ombre passa sur le visage de Félix. « Elle est morte quand j'avais 8 ans. Une maladie mystérieuse. Les médecins n'ont jamais pu l'identifier clairement. Elle s'est éteinte progressivement. »« Comme Marguerite » murmura Dominique, levant les yeux vers Nadine, qui détourna rapidement le regard. « C'est ridicule » intervint cette dernière. « Vous n'allez tout de même pas croire cet opportuniste. Demandons-lui des preuves, des documents, des certificats de naissance. Je n'ai rien de tout cela, admit Félix. Après la mort de ma mère, Pierre Mercier a refusé de me reconnaître. J'étais le fils bâtard d'un Delacroix, la preuve vivante de la trahison de sa fille. C'est Marie qui m'a recueilli secrètement. Et pourquoi Marie ne m'a-t-elle rien dit pendant toutes ces années ? Demanda Dominique, perplexe. Elle vous craignait ? Répondit Félix. Vous aviez rejeté votre propre fils à cause de son amour pour Colette. Comment auriez-vous accueilli leur enfant ? La pièce tomba dans un silence lourd. Au dehors, le vent s'était levé, agitant les branches des tilleuls contre les fenêtres. « Je veux que vous restiez », dit finalement Dominique, ignorant le hoquet de surprise de Nadine. « Que vous soyez ou non mon petit-fils, vous portez le médaillon d'Antoine, et vous faites fleurir ces roses comme personne. » Dominique. « C'est de la folie !» protesta Nadine. « Ce garçon a probablement volé ce médaillon, ne vous laissez pas manipuler. »« C'est décidé, Nadine !» trancha le vieil homme avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Félix reste, et je ne veux plus entendre parler de ces soi-disant vols. » Le soir même, Émilie frappa à la porte de la petite chambre de Félix au-dessus de la remise. Le jeune homme parut surpris de la voir. « Mademoiselle Laurent, nous devons parler » dit-elle en entrant sans attendre d'invitation. À l'abri des oreilles de Nadine, Félix referma la porte derrière elle. La pièce était spartiate, un lit étroit, une commode, quelques livres de botanique, rien de personnel. Hormis une vieille photo abîmée posée sur la table de nuit, une jeune femme aux longs cheveux châtains qui souriait à l'objectif. « Colette » murmura Émilie en s'approchant du cliché. « Ma mère » confirma Félix. « La seule photo que j'ai d'elle. » Émilie se tourna vers lui, le visage grave. « Je ne sais pas si vous êtes vraiment le petit-fils de mon oncle, mais je sais une chose. Ma mère se meurt, exactement comme votre mère et ma tante avant elle. Vous me croyez alors ? Disons que nos intérêts convergent. » Elle sortit de sa poche les échantillons de médicaments qu'elle avait prélevés. « J'ai analysé les pilules que Nadine donne à mon oncle. Elles contiennent des traces d'une neurotoxine puissante. En quantité suffisante pour affaiblir progressivement son organisme sans éveiller de soupçons. » Les yeux de Félix s'écarquillèrent. « Vous en êtes certaine ? J'ai fait des recherches toute la journée sur l'ordinateur de ma mère. Les symptômes correspondent parfaitement. Fatigue chronique, tremblement, confusion mentale, affaiblissement du système immunitaire, et le sang dans la toux. Phase avancée, destruction des tissus pulmonaires. » Félix serra les poings. Je savais que quelque chose n'allait pas. Marie m'avait prévenu. Mais je n'imaginais pas. Il s'interrompit, comme hésitant à poursuivre. Marie savait pour les empoisonnements, demanda Émilie, surprise. Elle avait des soupçons concernant la mort de votre tante, mais sans preuve. Et maintenant, ma mère présente les mêmes symptômes, murmura Émilie, la voix nouée par l'émotion. Il faut agir vite. Que proposez-vous ? Une alliance ? Vous voulez découvrir la vérité sur votre père ? Je veux sauver ma mère et mon oncle. Travaillons ensemble. Félix la dévisagea longuement, puis hocha la tête. D'accord, par où commençons-nous ? Par remplacer les médicaments de mon oncle. J'ai préparé des pilules identiques, mais inoffensives.
Ensuite, nous devons fouiller la chambre d'Antoine. Si votre père et votre mère prévoyaient de s'enfuir ensemble, il doit y avoir des indices. La chambre est verrouillée. Nadine garde la clé. J'en ai fait un double, avoua Émilie avec un demi-sourire. J'ai mes méthodes, tard dans la nuit. Alors que le manoir dormait, Émilie et Félix se glissèrent furtivement jusqu'à la chambre d'Antoine. Préservée comme un sanctuaire depuis sa disparition, la pièce, baignée par la lueur blafarde de la lune, semblait figée dans le temps. Posters de groupes rock des années 90, trophées d'équitation, livres d'études. Par où commencer ? Chuchota Félix, visiblement ému de se trouver dans la chambre de son père. Chercher des cachettes, les planchers, les murs, derrière les meubles. Ils fouillèrent méthodiquement, en silence. Soudain, Félix remarqua une irrégularité dans le parquet près de la fenêtre. « Ici », murmura-t-il en s'agenouillant. Émilie le rejoignit. Une lame du parquet était légèrement surélevée. Félix parvint à la soulever, révélant une petite cavité, à l'intérieur, une liasse de lettres attachée par un ruban défraîchi et un petit carnet. Des lettres d'amour, souffla Émilie en les parcourant. Entre Antoine et Colette, Félix ouvrit le carnet et retint son souffle. Des plans de fuite, ils devaient partir ensemble le soir même où il a disparu. Regardez la date. Et cette note, Émilie pointa une phrase soulignée. Colette est enceinte. Plus le choix maintenant. On part ce soir. Leurs regards se croisèrent. Chargé d'émotion, il ne m'a jamais abandonné, murmura Félix, la voix tremblante. Il ne savait même pas que j'existais. Il y a autre chose, dit Émilie en extirpant une enveloppe du fond de la cachette. Elle contenait plusieurs feuillets couverts d'une écriture féminine élégante mais tremblotante. C'est de la main de Marguerite, constata-t-elle. Écoutez, je suis certaine que Nadine met quelque chose dans mon thé. Mes symptômes empirent toujours après avoir bu ses préparations. J'ai essayé d'en parler à Dominique, mais il ne m'écoute plus. Elle l'a entièrement sous son emprise depuis la disparition d'Antoine. C'est la preuve qu'il nous fallait, dit Félix. Un bruit de pas dans le couloir les figea sur place. La poignée de la porte tourna lentement, d'un geste vif. Félix remit les documents dans la cachette et replaça la lame de parquet, tandis qu'Émilie éteignait leur lampe torche. La porte s'ouvrit sur Nadine, vêtue d'une robe de chambre grise. Son visage se durcit en les apercevant. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle. « Cette pièce est interdite d'accès. Je montrai à Félix la chambre de son père, » répondit Émilie avec un aplomb fin. « Il en a le droit, vous ne croyez pas ?»« Son père » ricana Nadine. « Vous êtes aussi naïve que votre oncle. Ce garçon n'est pas plus le fils d'Antoine que je ne suis la reine d'Angleterre. »« Pourtant, il possède son médaillon, » répliqua Émilie. « Et avez-vous vu à quel point il lui ressemble ?»« Des coïncidences, » trancha Nadine. « Sortez d'ici immédiatement, ou j'informe Dominique de cette violation. » Ils obtempérèrent, conscients qu'il valait mieux ne pas provoquer davantage sa suspicion. Dans le couloir, Nadine les fixa avec intensité. « Je vous surveille, tous les deux, » murmura-t-elle. « N'oubliez pas qui dirige réellement les hauteurs. » Après son départ, Félix et Émilie échangèrent un regard entendu. La guerre était déclarée. Le lendemain matin, l'état de Sophie s'était considérablement aggravé. Émilie la trouva inconsciente, la respiration sifflante, du sang séché aux commissures des lèvres. « Maman » s'écria-t-elle, paniquée. « Il faut appeler une ambulance, immédiatement. » Nadine, qui l'avait suivie, secoua la tête avec une tristesse feinte. « J'ai déjà appelé le docteur Moreau. Il sera là dans 1 heure. » 1 heure. « Elle pourrait mourir d'ici là. » « Ne dramatisez pas, » répondit Nadine froidement. « C'est probablement une simple rechute. » Émilie la dévisagea avec horreur. « Qu'avez-vous fait à ma mère ?» Le sourire de Nadine s'évanouit. « Surveillez vos accusations, mademoiselle Laurent, elles pourraient vous coûter cher. » L'ambulance quitta les hauteurs dans un hurlement de sirène. Emportant Sophie vers l'hôpital de Tours, Émilie, assise à l'arrière auprès de sa mère, serrait sa main inerte, le visage ravagé par l'inquiétude. Elle avait catégoriquement refusé d'attendre le docteur Moreau, appelant elle-même les secours malgré les protestations véhémentes de Nadine, Dominique. Bouleversée par la scène, s'était effondrée dans un fauteuil, la respiration laborieuse. Félix s'était précipité à ses côtés, ignorant le regard assassin de Nadine. « Ça va aller, monsieur », murmura-t-il en lui tendant un verre d'eau. « Ne touchez pas à ça.
s'écria Nadine en arrachant le verre des mains de Félix. « Je vais m'occuper de Dominique. Vous, retournez à vos rosiers. » Mais Dominique agrippa le bras de Félix. « Reste, » ordonna-t-il faiblement. « Je veux que tu restes. » Pour la première fois, Félix vit de la peur dans les yeux de Nadine. Une peur fugace, rapidement masquée par son assurance habituelle. « Comme vous voudrez, » concéda-t-elle sèchement. « Je vais préparer vos médicaments. » Dès qu'elle fut sortie, Dominique se pencha vers Félix. « Sophie, c'est comme Marguerite. Exactement pareil. Monsieur, je crois que vous ne devriez plus prendre les médicaments que Nadine vous donne. » « Tu crois que... » Dominique s'interrompit. Comme si l'idée était trop monstrueuse à formuler. « Nous avons trouvé des lettres, » poursuivit Félix à voix basse. « Dans la chambre d'Antoine, des lettres de votre femme, Marguerite. Elle soupçonnait Nadine de l'empoisonner. » Le visage de Dominique se décomposa. « Non, c'est impossible. Nadine est la cousine de Marguerite. Elle a toujours pris soin de nous. Réfléchissez, » insista Félix. « Pourquoi isole-t-elle systématiquement les hauteurs du monde extérieur ? Pourquoi contrôle-t-elle vos médicaments, vos visiteurs, chaque aspect de votre vie ?» Le vieil homme ferma les yeux, comme assailli par des souvenirs douloureux. « J'ai été aveugle, » murmura-t-il. « Tellement aveugle. Où est la vérité sur ce qui est arrivé à mon père ?» demanda Félix, saisissant cette opportunité. « Je dois savoir. »« Je l'ignore, » admit Dominique. « Cette nuit-là, après notre dispute, je l'ai attendu, des jours, des semaines, mais il n'est jamais revenu. La police a abandonné les recherches après 6 mois. On a retrouvé sa voiture près de la Loire, vide. Et vous n'avez jamais soupçonné Nadine? Non. Elle semblait aussi dévastée que nous. Elle a soutenu Marguerite pendant toute cette période, puis s'est occupée d'elle quand la maladie est apparue. » Félix serra les poings. La maladie qu'elle a elle-même provoquée. Le retour de Nadine les contraignit au silence. Elle portait un plateau avec des pilules soigneusement disposées et un verre d'eau. « Voilà qui vous remettra d'aplomb, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dominique fixa les médicaments, puis le visage de Nadine. Pour la première fois depuis des années, il remarqua la dureté de ses traits, la froideur calculatrice de son regard. « Je n'en veux pas, » dit-il fermement. « Ne soyez pas ridicule, » insista Nadine, son sourire se crispant légèrement. « Le docteur Moreau a été très clair sur votre traitement. » J'ai dit non. Nadine lança un regard venimeux à Félix. « C'est lui qui vous met ses idées en tête, ce prétendu petit-fils sorti de nulle part. »« Laisse-nous, Nadine, » ordonna Dominique d'une voix qui retrouvait peu à peu son autorité d'antan. Après son départ forcé, Dominique se tourna vers Félix. « Si ce que tu dis est vrai, il nous faut des preuves concrètes. » Quelque chose que même la police ne pourra ignorer. Émilie a déjà prélevé des échantillons de vos médicaments pour les faire analyser, mais nous devons agir vite. Qui sait ce que Nadine prépare maintenant qu'elle se sent menacée? À l'hôpital de Tours, Émilie veillait au chevet de sa mère, dont l'état s'était stabilisé après des transfusions sanguines et un traitement d'urgence. Le diagnostic des médecins confirmait ses pires craintes, présence d'un composé toxique non identifié dans son organisme, affectant principalement le système nerveux et les fonctions pulmonaires. Son téléphone vibra, un message de Félix. « D est avec nous maintenant. Fais attention à toi. N est dangereuse. » Elle répondit rapidement. Empoisonnement confirmé par l'hôpital, prévient D de ne rien manger ni boire que N, et préparé, rentrerait demain avec les résultats d'analyse. Une infirmière entra doucement dans la chambre. « Votre mère est stable pour le moment, vous devriez vous reposer un peu, mademoiselle. »« Je ne peux pas la laisser, » protesta Émilie. « Elle pourrait... Nous la surveillons constamment, » assura l'infirmière. « Et nous avons renforcé la sécurité comme vous l'avez demandé. Personne n'entrera sans autorisation. » Émilie hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais appelez-moi au moindre changement. » Dans le couloir, elle croisa le médecin qui avait pris en charge sa mère. « Docteur Lambert, puis-je vous parler en privé ?» Dans son bureau, le médecin, un homme d'une 50aine d'années au regard vif, l'écouta attentivement détailler ses soupçons concernant Nadine. « Ces symptômes correspondent effectivement à un empoisonnement progressif, » confirma-t-il. « Les analyses toxicologiques complètes prendront plusieurs jours, mais je peux d'ores et déjà affirmer que votre mère n'est pas atteinte d'une maladie neurodégénérative naturelle. Et les médicaments que j'ai apportés, ils contiennent des traces d'une neurotoxine synthétique, difficile à détecter dans les analyses standards, mais mortelle à long terme. Quelqu'un empoisonne délibérément votre famille. Mademoiselle Laurent,
J'ai besoin d'un document officiel attestant cela, dit Émilie. Quelque chose que je puisse présenter à la police. Vous l'aurez demain matin. En attendant, votre mère reste sous surveillance constante. Pendant ce temps, aux hauteurs, Félix explorait discrètement le bureau personnel de Nadine. Situé dans une petite pièce adjacente à sa chambre, la pièce était méticuleusement rangée. Dossiers étiquetés, factures classées, agenda soigneusement tenu, rien qui ne corresponde à l'image d'une empoisonneuse. Il s'apprêtait à abandonner quand son regard fut attiré par une petite clé suspendue à un crochet dissimulé derrière un tableau, une clé qui ne ressemblait à aucune serrure du manoir. La poche de sa veste vibra. Un nouveau message d'Émilie. Toxicologie positive, neurotoxine synthétique confirmée, revient demain avec rapport officiel. Au moment où il s'apprêtait à quitter la pièce, des pas résonnèrent dans le couloir. Nadine rentrait. Félix se glissa rapidement derrière la porte massive, retenant son souffle. Nadine entra. Visiblement agitée, elle verrouilla la porte derrière elle et se dirigea droit vers le tableau, révélant non seulement le crochet avec la clé, mais aussi un petit coffre-fort mural que Félix n'avait pas remarqué. Elle l'ouvrit fébrilement et en sortit une série de petites fioles étiquetées, ainsi qu'un carnet à la couverture usée. Félix observait la scène à travers l'interstice de la porte, immobile. « Il est temps d'accélérer les choses », murmura Nadine pour elle-même tout en feuilletant le carnet. Ce maudit jardinier a tout compliqué. Elle s'arrêta sur une page et sourit sinistrement. Double dose pour Dominique ce soir. Un arrêt cardiaque ne surprendra personne, vu son âge et son état. Félix réprima un hoquet d'horreur. Il devait prévenir Dominique immédiatement, mais au moment où Nadine rangeait ses fioles, la lame du parquet sous son pied émit un léger craquement. Nadine se figea. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle. Soudain alerte, le cœur battant, Félix resta immobile. Nadine scrutait la pièce, ses yeux s'arrêtant sur la porte entr'ouverte derrière laquelle il se cachait. Elle s'approcha lentement, une des fioles encore à la main. Un bruit de verre brisé résonna soudain au rez-de-chaussée, suivi d'un appel de Dominique. « Nadine, venez vite !» Avec un juron étouffé, elle rangea précipitamment la fiole dans le coffre, le verrouilla et sortit en hâte, oubliant dans sa précipitation de reprendre la clé du crochet. Dès que ses pas s'éloignèrent, Félix s'empara de la clé et sortit discrètement. Dans le couloir, il croisa Laurent, l'ancien contremaître, qui lui adressa un clin d'œil complice avant de disparaître dans l'escalier de service. Cette nuit-là, alors que Dominique reposait enfin, protégé par la vigilance de Félix, qui avait insisté pour dormir devant sa porte, Laurent vint trouver le jeune homme. « Merci pour votre intervention », dit Félix. « Elle m'a sauvé la vie. »« Je n'ai jamais fait confiance à cette femme, » grommela le vieil homme. « Elle m'a fait renvoyer il y a 15 ans quand j'ai commencé à poser trop de questions sur la disparition d'Antoine. » « Quel genre de questions ?» Laurent hésita, puis baissa la voix. « La nuit où Antoine a disparu, j'étais de garde. J'ai vu Nadine conduire sa voiture vers les écuries abandonnées, au fond de la propriété. Il était 3 heures du matin et elle avait l'air pressée, le coffre de sa voiture semblait lourd. Le sang de Félix se glaça. Vous pensez qu'elle transportait un corps ? J'en suis presque certain. Quand j'ai essayé d'en parler à Dominique, elle m'a accusé de vol et m'a fait licencier. Les écuries abandonnées, répéta Félix, pensif. Nous devons y aller, maintenant. Impossible ce soir, objecta Laurent. Elles sont verrouillées et Nadine garde les clés. De plus, elle fait des rondes nocturnes. Demain alors, décida Félix, dès qu'Émilie sera revenue avec les preuves de l'empoisonnement. Le lendemain matin, Émilie revint aux hauteurs, les analyses toxicologiques et le rapport médical soigneusement rangés dans sa mallette, dans la cour. Félix l'attendait. Le visage grave, « Nous savons où chercher », lui dit-il, après lui avoir relaté les révélations de Laurent. Les écuries abandonnées. Tu crois que... Je crois que mon père est enterré là-bas, et je crois que Nadine est prête à tuer ce soir pour garder son secret. Mon père, Dominique écarquilla les yeux. Incrédule face au rapport médical qu'Émilie venait de lui présenter, Nadine empoisonne ma sœur et me droguait moi aussi. C'est monstrueux. Ils s'étaient réunis dans la chambre de Dominique, porte verrouillée, parlant à voix basse pour éviter d'être entendu. Le vieil homme, encore sous le choc, parcourait les pages du rapport avec des mains tremblantes. Les analyses sont formelles.
confirma Émilie. Une neurotoxine synthétique, administrée à petite dose sur une longue période, elle provoque une dégénérescence neurologique progressive qui imite parfaitement les symptômes d'une maladie naturelle. C'est exactement ce qui est arrivé à Marguerite, murmura Dominique. Les médecins parlaient d'une maladie rare. Et maintenant, Sophie, comment va-t-elle ? Demanda Félix. Stable, mais dans un état critique, répondit Émilie, la gorge nouée. Les médecins tentent de neutraliser le poison, mais les dommages, sa voix se brisa. Ils ne sont pas optimistes. Dominique se leva brusquement. Une énergie nouvelle animant son corps frêle. Nous allons appeler la police immédiatement. Pas encore, intervint Félix. Nous avons besoin de preuves plus solides. Si Nadine apprend que la police arrive, elle détruira tout. Quelles preuves supplémentaires vous faut-il ? S'indigna Dominique. Ma sœur est entre la vie et la mort. Les écuries abandonnées, expliqua Félix. Laurent, votre ancien contremaître, a vu Nadine s'y rendre la nuit de la disparition d'Antoine avec quelque chose de lourd dans son coffre. Si mon père est... Il ne put terminer sa phrase, la douleur étreignant sa gorge. Émilie posa une main compatissante sur son épaule. Si Antoine est vraiment enterré là-bas, compléta-t-elle doucement, nous aurons un dossier inattaquable contre elle. Dominique s'affaissa sur son fauteuil, comme écrasé par le poids de cette possibilité. Mon fils, assassiné, sous mon toit, et pendant toutes ces années, j'ai partagé ma table avec son meurtrière. Il nous faut la clé des écuries, dit Félix. Vous savez où elle la garde ? Dans son bureau, probablement. Elle garde toutes les clés du domaine dans un tiroir spécial. Un léger coup à la porte les fit sursauter. « Dominique » appela Nadine. « Tout va bien. Vous n'êtes pas descendu pour votre petit déjeuner. » Félix fit signe de ne pas répondre, mais Dominique secoua la tête. « Je dois la confronter » murmura-t-il. Puis plus fort. « Entre, Nadine. Nous devons parler. » Émilie et Félix échangèrent un regard alarmé, mais il était trop tard. Nadine entra, son sourire s'effaçant instantanément en les voyant tous réunis. Ses yeux se posèrent sur le rapport médical dans les mains de Dominique. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sèchement. « Les résultats d'analyse de ma sœur » répondit Dominique, la voix tremblante de colère contenue. « Elle a été empoisonnée. Nadine, tout comme Marguerite, tout comme moi. » Le visage de Nadine resta parfaitement impassible, mais ses pupilles se dilatèrent légèrement. Ces médecins de province racontent n'importe quoi. Sophie souffre de la même maladie héréditaire que Marguerite. C'est une tragédie, mais... « Arrête tes mensonges !» s'écria Dominique en se levant. « Tu nous as tous empoisonnés. Pourquoi ? L'argent ? Les hauteurs ? Vous délirez ?» rétorqua Nadine froidement. « C'est ce garçon qui vous monte la tête, cet imposteur qui prétend être votre petit-fils. Laurent m'a tout raconté, » poursuivit Dominique, ignorant sa remarque. « Il t'a vu, Nadine, la nuit où Antoine a disparu, avec quelque chose de lourd dans ton coffre, te dirigeant vers les écuries abandonnées. » Cette fois, la surprise traversa brièvement le visage de Nadine, suivie d'une expression calculatrice. « Laurent, cet ivrogne que j'ai dû renvoyer pour vol, c'est votre témoin. Nous allons vérifier son histoire, » dit Émilie en s'avançant. « Les écuries abandonnées, Nadine, qui avez-vous enterré ? Rien du tout, c'est ridicule. » Nadine se dirigea vers la porte. « Je vais appeler le docteur Moreau. Vous êtes visiblement tous délirants. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit fermement Dominique. « Je te demande de quitter les hauteurs. » Aujourd'hui, Nadine se figea, la main sur la poignée. Lentement, elle se retourna, son masque de froideur s'effritant pour révéler une rage à peine contenue. « Quitter les hauteurs ?» répéta-t-elle avec un rire sans joie. « Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, tout ce que tu as fait, » gronda Dominique. « Tu as empoisonné ma femme, ma sœur. J'ai sauvé les hauteurs, » hurla-t-elle, « quand vous étiez trop faible, trop pathétique pour le faire, quand vous pleuriez sur votre fils ingrat qui allait tout abandonner pour une Mercier. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Félix fit un pas en avant, le visage livide. « Qu'avez-vous fait à mon père ?» Nadine le dévisagea avec un mépris non dissimulé. « Ton père, tu n'es qu'un opportuniste, comme ta putain de mère. » Félix se jeta vers elle, mais Émilie le retint de justesse. Nadine recula, un sourire mauvais aux lèvres. « Tu n'auras pas les hauteurs, » siffla-t-elle. « Aucun de vous ne les aura. » Elle sortit en claquant la porte.
Ils l'entendirent dévaler l'escalier en hâte. « Elle va détruire les preuves », s'alarma Félix. « Nous devons la suivre. »« Non », intervint Dominique. « Appelons d'abord la police avec le rapport médical. Elle aura disparu avant leur arrivée, » l'interrompit Émilie. « Et emporter ses poisons avec elle, nous devons la suivre maintenant. » Félix se précipita à la fenêtre juste à temps pour voir Nadine traverser la cour en direction de sa voiture. « Elle s'enfuit ?» constata-t-il. « Non, » dit Émilie en observant à son tour. Elle prend la direction des écuries, dans la voiture qui filait sur le chemin de terre, menant au fond de la propriété. Nadine serrait convulsivement le volant. Tout s'écroulait. Des années de patience, de manipulation méticuleuse, réduites à néant par ce jardinier et cette criminologue arrogante. « Ils ne comprendront jamais, » marmonnait-elle. « Ce que j'ai fait pour cette famille, ce que j'ai enduré. » Les écuries abandonnées se dressèrent devant elle. Bâtiment délabré aux tuiles manquantes et aux portes vermoulues, elle s'arrêta dans un crissement de pneus, attrapa une pelle dans le coffre et se précipita à l'intérieur. L'air y était lourd de poussière et d'humidité, des toiles d'araignée pendaient des poutres. Et le sol en terre battue était jonché de débris. Nadine se dirigea sans hésitation vers un recoin obscur, où elle commença à creuser frénétiquement. « Ils ne le trouveront jamais », murmurait-elle. « Jamais. » Pendant ce temps, Félix, Émilie et Dominique avaient repris l'autre voiture du domaine et suivèrent ses traces. Laurent les avait rejoints au dernier moment, insistant pour les accompagner. « Je dois voir ça de mes propres yeux », avait-il dit, après toutes ces années à me demander si j'avais imaginé des choses. Ils arrivèrent aux écuries et aperçurent la voiture de Nadine garée devant l'entrée béante du bâtiment. « Elle est à l'intérieur », chuchota Félix. « Suivez-moi, mais restez silencieux. » Dominique, malgré son âge et sa fragilité, insista pour entrer avec eux. « C'est mon fils », dit-il simplement. Et personne n'osa le contredire. Ils pénétrèrent dans l'obscurité moite des écuries abandonnées. Des rayons de lumière filtraient à travers les trous du toit, créant un jeu d'ombre spectrale. Au fond du bâtiment, ils distinguèrent Nadine, agenouillée, creusant comme une possédée. « Elle est en train de déterrer quelque chose », murmura Laurent. « Ou de l'enterrer plus profondément », suggéra Émilie. Ils s'approchèrent lentement, dissimulés derrière d'anciennes stalles. Nadine ne les avait pas entendus. Trop absorbée par sa tâche, sa pelle heurta soudain quelque chose de dur, produisant un son métallique. « Enfin », souffla-t-elle, avec des mouvements plus précis. Elle dégagea ce qui semblait être une boîte métallique rouillée, elle l'ouvrit fébrilement et en sortit un sac en plastique contenant des objets que Félix ne pouvait pas distinguer de sa position. Dominique fit un pas en avant, faisant craquer une planche. Nadine se retourna brusquement, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal traqué. « Vous !» s'exclama-t-elle en se redressant, serrant le sac contre elle. « Vous n'aviez pas le droit de venir ici. Qu'avez-vous fait à mon fils ?» demanda Dominique d'une voix brisée. « Votre fils !» cracha Nadine avec dédain. « Votre précieux Antoine qui allait tout abandonner pour cette fille. Les hauteurs, son héritage, vous. » « Alors c'est pour ça, » intervint Félix en s'avançant, « pour protéger les hauteurs, pour protéger Dominique. » Nadine le fixa avec une haine viscérale. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle. « Le même regard arrogant, la même façon de te tenir. Qu'avez-vous fait à mon père ?» répéta Félix, la gorge nouée. Le rire de Nadine résonna dans l'espace vide des écuries. « Ton père était un imbécile romantique. Il méritait ce qui lui est arrivé. » Laurent, qui s'était discrètement approché du trou creusé par Nadine, poussa un cri étouffé. « Mon Dieu, il y a des ossements !» Émilie se précipita à ses côtés et examina rapidement la fosse. « Ce sont des restes humains, » confirma-t-elle d'une voix blanche. « Et ils sont là depuis longtemps. »« Antoine » souffla Dominique, vacillant d'horreur. Nadine recula lentement, toujours agrippée à son sac. « Il allait tout gâcher, » dit-elle, comme pour se justifier. « Il allait épouser cette fille, lui donner les hauteurs, cette propriété qui appartenait à ma famille, avant que les Delacroix ne la volent à mes ancêtres. »« Votre famille » s'étonna Dominique. « De quoi parles-tu ? Les Bouvier étaient les propriétaires légitimes de ces terres, avant que ton grand-père ne les acquiert par des moyens douteux. » siffla Nadine. « J'ai simplement récupéré ce qui me revenait de droit, en assassinant mon fils, » hurla Dominique. Nadine recula encore, se rapprochant dangereusement de la sortie. « Il m'a surprise cette nuit-là,
dit-elle d'une voix étrangement détachée. Je préparais le poison pour Marguerite. Il a tout compris. Il allait tout révéler. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Félix. Et ma mère, Colette, qu'avez-vous fait à ma mère? Un sourire cruel déforma les lèvres de Nadine. La même chose, mais plus lentement. Elle était plus difficile à atteindre. Mais quand j'ai appris qu'elle était enceinte, Nadine laissa sa phrase en suspens, savourant visiblement l'effet de ses paroles sur Félix. Je ne pouvais pas laisser naître un héritier qui aurait pu réclamer les hauteurs un jour. Alors j'ai commencé à lui rendre visite, à lui apporter des remèdes pour sa grossesse difficile, monstrueuse, souffla Dominique, le visage ravagé par l'horreur et la culpabilité. Tu as tué mon fils, sa compagne, pas l'enfant, apparemment, rétorqua Nadine en toisant Félix avec mépris. Marie a dû l'emporter avant que je puisse m'en occuper. Cette vieille fouine avait toujours eu des soupçons. Félix fit un pas en avant, tremblant de rage. C'est pour ça que vous l'avez tué aussi. Marie, un sourire froid étira les lèvres de Nadine. Un arrêt cardiaque, si facile à provoquer à son âge avec le bon mélange de substances, elle commençait à poser trop de questions sur la mort de Marguerite. Et Sophie ? Demanda Émilie, la voix étranglée par l'émotion. Pourquoi ma mère ? Elle est revenue au mauvais moment, répondit Nadine avec un haussement d'épaule. J'étais si proche du but, quelques mois encore, et Dominique m'aurait tout légué, les hauteurs seraient enfin revenus à leur propriétaire légitime. Elle recula encore, se rapprochant de la sortie. Laurent tenta de lui bloquer le passage, mais elle sortit soudain un petit pistolet de sa poche. « Restez où vous êtes », ordonna-t-elle. « Je n'hésiterai pas à tirer. Tu ne t'en sortiras pas, Nadine, » dit Dominique. « Même si tu nous tues tous, la police trouvera ses ossements, le rapport médical. »« Ils ne trouveront rien du tout, » rétorqua-t-elle, « parce que tout va brûler, d'un geste vif. » Elle sortit de son sac une petite bouteille d'essence qu'elle avait dû y dissimuler et en aspergea rapidement le sol autour d'elle. « Les vieilles écuries, si inflammables, » dit-elle avec un sourire dément, « un tragique accident qui emportera toutes les preuves, et les derniers de la croix. »« Tu es folle, » murmura Dominique. Horrifiée ? « Non, je suis patiente, » corrigea Nadine. 26 ans à attendre mon heure, à supporter tes jérémiades, tes obsessions pour ton fils disparu, à te regarder dépérir de chagrin alors que c'est moi qui aurais dû être à tes côtés, pas Marguerite. Cette révélation frappa Dominique comme un coup physique. « Tu étais amoureuse de moi. Depuis toujours !» hurla Nadine, perdant soudain son sang-froid. « Mais tu n'as jamais vu que Marguerite, ma propre cousine, j'étais plus belle, plus intelligente, plus dévouée. Mais tu l'as choisie, elle. » Pendant qu'elle parlait, Émilie échangea un regard avec Félix. Lui indiquant discrètement une poutre au-dessus de Nadine, il comprit immédiatement et commença à se déplacer subtilement vers la gauche, tandis qu'Émilie faisait diversion. « Et maintenant, quel est votre plan, Nadine ?» demanda-t-elle. « Vous ne pourrez pas fuir éternellement. »« Je ne compte pas fuir, » répondit Nadine. Son calme revenu. Une fois les hauteurs réduites en cendres, je disparaîtrai avec une nouvelle identité. J'ai tout prévu depuis des années. Elle sortit un briquet de sa poche. Reculez, tous. Laurent, le plus proche d'elle, tenta une manœuvre désespérée pour la désarmer, mais elle tira sans hésitation. La balle l'atteignit à l'épaule, le projetant en arrière avec un cri de douleur. « Le prochain sera en plein cœur », menaça-t-elle, profitant de cette distraction. Félix bondit et saisit la poutre vermoulue au-dessus de Nadine, la faisant céder sous son poids. Des débris s'effondrèrent devant elle, la forçant à reculer et à lâcher son briquet. Le petit objet métallique tomba au sol, s'allumant au contact de l'essence. En un instant, des flammes surgirent, créant une barrière entre Nadine et les autres. L'incendie se propagea avec une rapidité terrifiante, embrasant les vieilles poutres sèches. « Sortez !» hurla Émilie, tirant Dominique par le bras. « Vite !» Laurent, malgré sa blessure, se releva et les suivit en titubant. Félix hésita, fixant Nadine à travers le rideau de flammes. « Tu ne pourras pas t'échapper !» lui cria-t-il. « C'est fini !» Nadine, cernée par les flammes qu'elle avait elle-même allumées, éclata d'un rire hystérique. « Les hauteurs ne seront jamais à toi !» hurla-t-elle, avant de disparaître dans un nuage de fumée noire. Félix tourna les talons et se précipita vers la sortie,
rattrapant les autres à l'extérieur. Ils s'éloignèrent des écuries qui s'embrasaient maintenant entièrement, une colonne de fumée noire s'élevant vers le ciel. « Elle est encore à l'intérieur », haleta Félix. « On ne peut plus rien faire », dit Émilie, soutenant Laurent qui s'effondrait lentement, affaibli par sa blessure. « Les ossements », murmura Dominique, le regard fixé sur l'incendie. « Antoine, j'ai pris ça », dit Émilie en sortant de sa poche un petit objet métallique qu'elle avait rapidement ramassé près de la fosse. C'est une chevalière avec les initiales AD. Dominique la prit d'une main tremblante. « Je la lui ai offerte pour ses 18 ans, confirma-t-il, la voix brisée par l'émotion. « C'est bien lui. » Un craquement sinistre retentit, lorsque le toit des écuries s'effondra dans un nuage d'étincelles. Au même moment, une silhouette émergea d'une porte latérale qu'il n'avait pas remarquée. Nadine. Ses vêtements partiellement brûlés, courant vers la forêt. « Elle s'échappe !» s'écria Félix en s'élançant à sa poursuite. « Félix, non !» cria Émilie. Mais il était déjà parti. Nadine courait avec l'énergie du désespoir, serrant contre elle son sac, contenant probablement les preuves de ses crimes. Elle atteignit la lisière du bois et s'y enfonça. Félix la suivait de près, guidé par le bruit de sa course à travers les broussailles. La forêt s'épaississait, ralentissant leur progression. Soudain, Félix déboucha dans une petite clairière et se retrouva face au canon du pistolet de Nadine, qui l'attendait, haletante mais déterminée. « Tu aurais dû rester avec les autres, » dit-elle froidement. « Tu aurais vécu plus longtemps. Pourquoi ?» demanda Félix, cherchant à gagner du temps. « Pourquoi tant de haine, tant de morts ? Les hauteurs ?» répondit-elle simplement. « Ce domaine appartenait à ma famille avant que les Delacroix ne s'en emparent par des manigances juridiques. Mon grand-père s'est suicidé après l'avoir perdu. Mon père est mort d'alcoolisme, hanté par cette injustice. J'ai juré de le récupérer, peu importe le prix. Et pour ça, vous avez détruit des vies innocentes. »« Innocentes » ricana-t-elle. « Les Delacroix n'ont jamais été innocents. Ils ont volé, triché, écrasé les autres pour bâtir leur fortune. J'ai simplement rendu justice. En devenant pire qu'eux, » répliqua Félix. Un bruissement dans les fourrés derrière Nadine attira son attention. Elle se retourna brièvement. Ce fut suffisant pour que Félix se jette sur elle. Le coup partit, la balle frôlant son épaule. Ils roulèrent au sol, luttant pour le contrôle de l'arme. Malgré son âge, Nadine se battait avec la force du désespoir. Elle parvint à repousser Félix et à le frapper violemment au visage avec la crosse du pistolet. Sonné, il tomba en arrière. « Adieu, petit-fils d'Antoine », dit-elle en pointant l'arme vers sa poitrine. Une silhouette surgit soudain des arbres et se jeta sur Nadine. Émilie, qui l'avait suivie discrètement, les deux femmes tombèrent lourdement, se débattant férocement. Le pistolet s'envola et atterrit quelques mètres plus loin. Félix, encore étourdi, rampa vers l'arme tandis qu'Émilie et Nadine continuaient à lutter. Avec un rugissement de rage, Nadine parvint à repousser Émilie et se précipita vers le pistolet. Félix l'atteignit au même moment. Leurs mains se refermèrent simultanément sur l'arme. Une détonation assourdissante retentit dans la clairière, suivie d'un silence brutal. Nadine resta figée, les yeux écarquillés, fixant avec incompréhension la tache rouge qui s'élargissait sur sa poitrine. Elle s'effondra lentement, son regard perdant peu à peu sa lueur de vie. « Les hauteurs » murmura-t-elle une dernière fois avant que son corps ne s'affaisse complètement. Félix laissa tomber l'arme, tremblant de tous ses membres. Émilie s'approcha et l'entoura de ses bras. « C'est fini » dit-elle doucement. « C'est vraiment fini maintenant. » Ils restèrent ainsi enlacés pendant un long moment. Jusqu'à ce que les sirènes de police et d'ambulance résonnent au loin, Dominique avait dû appeler les secours. En retournant vers les écuries en flammes, ils aperçurent les véhicules d'urgence qui arrivaient par le chemin principal. Dominique attendait, soutenant toujours Laurent qui avait pâli dangereusement. « Nadine ?» demanda-t-il en les voyant revenir. « Morte ?» répondit simplement Félix. « Elle s'est battue pour le pistolet. » Dominique hocha lentement la tête, une expression indéchiffrable sur le visage. Soulagement, regret, peut-être les deux. Les pompiers s'activaient déjà autour des écuries. Tentant de maîtriser l'incendie qui menaçait de s'étendre à la forêt voisine, les policiers recueillaient le témoignage de Laurent pendant que des ambulanciers s'occupaient de sa blessure. Félix contempla ce chaos, cette conclusion violente à 26 ans de mensonges et de manipulations, dans les flammes qui dévoraient les écuries.
Il crut voir s'envoler les derniers vestiges de son père, ses ossements qui ne recevraient jamais de sépulture décente. « Il y aura une enquête approfondie », dit Émilie en suivant son regard. « Nous retrouverons des restes, même après l'incendie. Ton père aura une tombe, Félix. » Il hocha la tête, reconnaissant pour cette promesse. « Et ta mère ? Les médecins pensent pouvoir la sauver maintenant qu'ils savent exactement quelle toxine neutraliser, » répondit-elle avec un faible sourire. « Elle aura une longue convalescence, mais elle vivra. » Dominique s'approcha lentement d'eux, l'air soudain très vieux et très las. « Les hauteurs, » dit-il doucement. « Tellement de sang versé pour ce domaine. »« Ce n'était pas le domaine, » répondit Félix. « C'était l'obsession de Nadine, sa haine, sa jalousie. Peut-être, » concéda Dominique. « Mais désormais, c'est à toi qu'il revient de décider ce qu'il adviendra des hauteurs. Mon petit-fils. » L'hôpital de Tours bourdonnait d'activité en ce début d'après-midi. Dans le couloir menant aux soins intensifs, Félix attendait nerveusement, le bras en écharpe, conséquence de sa blessure par balle. À ses côtés, Dominique fixait la porte close derrière laquelle les médecins s'affairaient depuis plus d'1 heure. « Tu devrais t'asseoir », suggéra Émilie en lui tendant un gobelet de café. « Ta blessure n'est pas légère. Ce n'est qu'une égratignure, » répondit-il, incapable de détacher son regard de la porte. « Comment va Laurent ? » ?»« Stable. La balle n'a touché aucun organe vital. » Le silence retomba entre eux. Lourd des événements des dernières heures, l'incendie des écuries avait fini par être maîtrisé, mais pas avant d'avoir réduit en cendres la plus grande partie du bâtiment. Les policiers avaient récupéré le corps de Nadine dans la forêt et recueilli leurs témoignages sommaires avant de les autoriser à se rendre à l'hôpital. La porte s'ouvrit enfin sur le déheur, Lambert, dont le visage grave ne présageait rien de bon. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Félix. « Son état est critique », répondit le médecin. « La perte de sang a été considérable. Et il y a eu un arrêt cardiaque pendant la transfusion. Nous l'avons stabilisé, mais les prochaines heures seront décisives. » Émilie serra la main de Félix en signe de soutien. « Et ma mère ? Légère amélioration. L'antidote semble fonctionner. Mais les dommages neurologiques sont étendus. Il faudra du temps pour évaluer les séquelles permanentes. » Dominique, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. « Pourrions-nous le voir ?»« Brièvement, » concéda le médecin. « Mais un seul visiteur à la fois. Vas-y, » dit Émilie à Félix. « C'est toi qui l'as sauvé. » Félix entra dans la chambre aseptisée où reposait Dominique Delacroix. Le vieil homme semblait avoir rapetissé sous les draps blancs, son visage cireux et ses lèvres bleuies contrastant cruellement avec la blancheur des oreillers. Des tubes et des fils le reliaient à diverses machines qui émettaient des bips réguliers, seul témoin de la vie qui s'accrochait encore en lui. « Grand-père », murmura Félix en s'approchant du lit. C'était la première fois qu'il prononçait ce mot. Réalisa-t-il. Il s'assit précautionneusement sur la chaise à côté du lit et prit la main inerte du vieil homme dans la sienne. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Tout est allé trop vite. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. J'aurais dû... » Sa voix se brisa. Que de temps perdu en méfiance et en manipulation, alors qu'il aurait pu simplement se présenter, expliquer qui il était, mais aurait-il été cru? Nadine aurait-elle permis cette réunion? Les paupières de Dominique frémirent et s'ouvrirent lentement, révélant un regard trouble mais conscient. « Félix, » articula-t-il d'une voix à peine audible, « je suis là, ne te fatigue pas. Écoute-moi, » insista Dominique en serrant faiblement sa main. « Dans mon bureau, derrière le portrait de ton père, un coffre, le code et sa date de naissance. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Tout, les documents de propriété des auteurs, mon testament, des lettres pour toi et Antoine, je les ai écrites pendant toutes ces années. » Une quinte de tout l'interrompit, alarmant les moniteurs. « Ne parle plus, » supplia Félix. « Repose-toi. »« Non, » s'obstina Dominique. « Je dois te dire, j'ai toujours su, quelque part au fond de moi, que Nadine n'était pas celle qu'elle prétendait, mais j'étais si faible, si dépendant, ce n'est pas ta faute. »« Si, » murmura Dominique, « j'ai rejeté mon fils par orgueil. Je l'ai condamné. Et Colette, cette pauvre enfant, je n'ai jamais cherché à la connaître. » Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues creusées. « Dis-moi, comment était-elle, ta mère ?» Félix sentit sa gorge se nouer. Elle était courageuse, douce. Elle me chantait des berceuses chaque soir et me racontait des histoires sur mon père. Comment ils s'étaient rencontrés. Combien il était brillant et déterminé.
Elle a souffert. Marie disait qu'elle s'est éteinte doucement, mentit Félix, incapable d'infliger la vérité brutale à ce vieil homme mourant. Elle n'a jamais renié son amour pour Antoine. Dominique ferma brièvement les yeux, comme pour absorber cette information. Et toi, qu'as-tu fait toutes ces années? J'ai grandi dans un petit village près de Bordeaux. Marie m'a élevé comme son petit-fils. J'ai étudié la botanique à l'université de Montpellier. Les roses étaient ma spécialité. Un faible sourire éclaira le visage de Dominique. Les roses d'Antoine, oui. Marie m'a toujours dit que mon père les aimait, que vous les aviez plantées ensemble le jour de sa naissance. C'est vrai, confirma Dominique. Il avait ton don avec elle. Elle ne fleurissait que pour lui, et maintenant pour toi. Sa respiration devint soudain plus difficile, son visage se crispant sous l'effet de la douleur. « Je vais chercher le médecin », dit Félix en se levant précipitamment. Mais Dominique le retint. « Pas encore. Promets-moi une chose. Tout ce que tu voudras. Les hauteurs, ne laisse pas les ténèbres de leur passé t'envahir. Fais-en un lieu de lumière à nouveau. Je te le promets, » dit solennellement Félix. Dominique sourit faiblement avant que ses yeux ne se ferment à nouveau. Les moniteurs s'affolèrent soudain, déclenchant une alarme stridente. Félix fut écarté par l'équipe médicale qui se précipitait dans la chambre, dans le couloir. Émilie l'accueillit avec inquiétude. « Que se passe-t-il »« Je ne sais pas, » répondit-il. Hébété, il me parlait, et puis, le déheur, Lambert sortit de la chambre une demi-heure plus tard, l'air grave. Il a fait un nouvel arrêt cardiaque. Nous avons réussi à le stabiliser, mais il est très faible. Son corps a subi un choc traumatique majeur, aggravé par les années d'empoisonnement. « Va-t-il s'en sortir » demanda Émilie. « Les prochaines heures seront décisives » répéta le médecin. Son organisme a été tellement affaibli par les toxines que Nadine lui administrait. C'est déjà un miracle qu'il ait survécu jusqu'ici. Un officier de police s'approcha d'eux, carnet à la main. « Monsieur Mercier, j'aurais quelques questions supplémentaires concernant les événements aux écuries. » Félix acquiesça mécaniquement. L'esprit encore auprès de son grand-père, les techniciens ont commencé les fouilles dans les décombres, expliqua l'officier. Malgré l'incendie, ils ont pu récupérer des fragments osseux qui correspondent à un corps adulte, probablement masculin. L'identification formelle prendra du temps, mais la chevalière retrouvée sur place est un élément probant. « Et pour Nadine Bouvier ?» demanda Émilie. « Avez-vous découvert autre chose ? Nous avons perquisitionné sa chambre aux hauteurs. Une cache a été découverte derrière un tableau, contenant diverses substances toxiques, et un carnet détaillant méticuleusement tous ses crimes. »« Un carnet ?» s'étonna Félix. Une sorte de journal intime où elle consignait ses actes, ses motivations, ses plans. Elle y décrit l'assassinat d'Antoine Delacroix, l'empoisonnement progressif de Marguerite Delacroix, celui de Colette Mercier quelques années plus tard, et récemment, ses tentatives contre Sophie Laurent et Dominique Delacroix. Elle a tout avoué par écrit, s'étonna Émilie. C'est plus complexe que cela, nuança l'officier. Le carnet révèle une personnalité profondément perturbée, obsédée par les hauteurs et par Dominique Delacroix. Elle semblait considérer ces crimes comme des actes de justice, voire presque, d'amour tordu. Félix frissonna. Et pour mon identité, y a-t-il des preuves de ma filiation ? Elle mentionne explicitement que vous êtes le fils d'Antoine et Colette. Elle écrit avoir tenté de vous retrouver pendant des années, craignant que vous ne reveniez un jour réclamer votre héritage. L'arrivée de Marie Duval aux hauteurs semble avoir été un élément déclencheur de sa paranoïa. « Marie », murmura Félix. « Elle m'avait prévenu que Nadine était dangereuse. C'est pour ça qu'elle a insisté pour que je me fasse embaucher comme jardinier, plutôt que de me présenter directement. Une sage précaution, commenta l'officier. Vu ce que nous découvrons sur Nadine Bouvier, vous n'auriez probablement pas survécu longtemps en révélant votre identité. » Un médecin sortit en trompe de la chambre de Dominique. Appelant des renforts, Félix se précipita vers la porte, mais fut retenu par une infirmière. « Laissez les médecins travailler », dit-elle fermement. Les minutes s'étirèrent en une attente insoutenable. Félix arpentait le couloir comme un animal en cage, tandis qu'Émilie restait assise, les yeux fixés sur la porte close. Enfin, le déheur. Lambert réapparut, le visage défait. « Je suis désolé », dit-il simplement. Félix sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non », murmura-t-il. « Non, c'est impossible. Son cœur était trop affaibli. Nous avons tout tenté, mais... Je veux le voir.
exigea Félix. Le médecin s'écarta pour le laisser entrer. Dans la chambre silencieuse, les machines désormais éteintes, Dominique reposait, son visage étrangement serein, comme libéré d'un poids immense. Félix s'approcha lentement et posa une main tremblante sur le front encore tiède de son grand-père. « Repose en paix », murmura-t-il, auprès d'Antoine et Marguerite. Émilie l'avait suivi et posa une main compatissante sur son épaule. « Je suis tellement désolée, Félix. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Nous sommes arrivés trop tard. Tout ce que nous avons fait, nous avons découvert la vérité, » dit-elle doucement. « Nous avons rendu justice à ton père, à ta mère, à tous ceux que Nadine a détruits. Dominique est mort en sachant qu'il avait un petit-fils, que la lignée des Delacroix ne s'éteignait pas avec lui. » Félix hocha lentement la tête, incapable de parler. Le poids des révélations, des pertes, des découvertes semblait l'écraser soudain. En quelques jours, il avait trouvé un grand-père pour le perdre aussitôt, confirmé la mort de son père, appris les détails sordides de l'assassinat de sa mère. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Tu es l'héritier légitime des Hauteurs », répondit Émilie, le dernier des Delacroix. Un mois s'était écoulé depuis les événements tragiques qui avaient secoué les Hauteurs. L'automne habillait désormais la propriété de teintes ocre et pourpre, et un vent frais faisait danser les feuilles mortes dans les allées du parc. Félix contemplait ce spectacle depuis la terrasse du manoir, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Les séquelles physiques de sa confrontation avec Nadine s'estompaient progressivement. Son bras gauche portait encore la marque de la balle qui l'avait frôlé. Mais la douleur s'atténuait jour après jour. Les cicatrices invisibles, elles, mettraient plus de temps à guérir. « Te voilà », dit une voix douce derrière lui. Émilie s'avança à ses côtés, emmitouflée dans un châle de laine. Ses traits fatigués témoignaient des semaines éprouvantes qu'elle venait de traverser, veillant sa mère dont la convalescence s'annonçait longue et difficile. « Comment va Sophie aujourd'hui » demanda Félix. « Mieux. Elle a réussi à tenir une conversation pendant presque 1 heure sans se fatiguer. Les médecins sont optimistes. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le bruissement des feuilles. « Les notaires ont confirmé la validité du testament, » dit finalement Félix. « Les Hauteurs me reviennent officiellement. » Émilie lui sourit. « Félicitations, monsieur Delacroix. » Ce nom sonnait encore étrangement à ses oreilles. Toute sa vie, il avait été Félix Mercier, le fils orphelin de Colette. Désormais, il était Félix Delacroix, héritier d'un domaine dont l'histoire tragique avait façonné son existence avant même sa naissance. « J'ai pris une décision, » annonça-t-il, « concernant les Hauteurs. Tu vas vendre, » s'enquit Émilie, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Non, je vais honorer ma promesse à Dominique. » Transformer ce lieu de ténèbres en un espace de lumière. Il se tourna vers elle, soudain animé d'une énergie nouvelle. « J'ai contacté une fondation qui travaille avec des enfants traumatisés. Une partie du domaine deviendra un centre d'orthithérapie. Le jardinage comme outil de guérison. C'est magnifique, » souffla Émilie. « Antoine et Colette en auraient été fiers. J'espère, » dit-il doucement. « Les roseraies seront au cœur du projet. Ces roses qu'Antoine aimait tant, qu'il a partagées avec mon grand-père, et que Marie m'a appris à cultiver. Elles continueront à fleurir pour apporter de la beauté à ceux qui en ont le plus besoin. » Un corbillard remontait lentement l'allée principale, suivi par quelques voitures. « Ils arrivent !» murmura Émilie. Félix hocha la tête, son visage se faisant plus grave. « Allons-y !» La cérémonie fut simple, comme l'aurait souhaité Antoine. Les ossements retrouvés dans les décombres des écuries, formellement identifiés grâce à des tests ADN comparatifs avec Félix, reposaient désormais dans un cercueil de chêne clair. Dominique, selon ses dernières volontés exprimées à Félix, serait enterré aux côtés de son fils et de Marguerite, dans un petit enclos familial aménagé au cœur même de la roseraie principale. Une poignée de personnes assistaient aux obsèques, quelques vignerons du domaine. Laurent, dont le bras en écharpe rappelait son courage lors de la confrontation finale, et Sophie, qui avait insisté pour quitter brièvement l'hôpital, assise dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière, le prêtre prononça quelques paroles sur la réconciliation, le pardon et l'espoir retrouvés au-delà des tragédies. Puis vint le moment pour Félix de s'avancer et de jeter une poignée de terre sur le cercueil de son père, qu'il n'avait jamais connu. « Adieu, père », dit-il simplement. « Je continuerai ton œuvre ici, après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient lentement.
Félix resta seul devant les tombes fraîchement refermées. Il sortit de sa poche le médaillon de Notre-Dame qui avait révélé son identité et le contempla un long moment. « Je devrais peut-être le garder, » dit-il lorsqu'Émilie le rejoignit, « pour me souvenir. Ou peut-être devrait-il reposer avec lui, » suggéra-t-elle doucement. « Une partie du cycle est accomplie. » Félix réfléchit. Puis hocha la tête. Il s'agenouilla et creusa un petit trou dans la terre meuble. Il déposa le médaillon et le recouvrit délicatement. « Jusqu'à l'éternité », murmura-t-il, reprenant les mots gravés au dos du médaillon. Émilie l'aida à se relever et ils restèrent un moment côte à côte, contemplant l'endroit où reposaient désormais 3 générations de Delacroix. « J'ai quelque chose à te montrer », dit finalement Félix. « Viens. » Il la conduisit vers une partie isolée du domaine, où un terrain avait été préparé, des plants de rosiers étaient alignés, prêts à être mis en terre. « Voici le début », expliqua-t-il avec une émotion contenue. « Le nouveau roseraie que j'ai promis à Dominique. Chaque rosier sera une variété unique, développée spécialement pour les hauteurs. »« C'est magnifique, » dit Émilie. « Quand comptes-tu commencer la plantation ?»« Aujourd'hui, » répondit-il simplement. « Maintenant que père et grand-père reposent ensemble, il est temps de tenir ma promesse. » Il hésita. Puis ajouta : « J'aimerais que tu m'aides. » Le sourire d'Émilie s'élargit. « J'adorerais. » Ensemble, ils commencèrent à planter les rosiers, leurs mains se frôlant parfois dans la terre fraîche. Un geste, un regard. Et soudain Félix réalisa à quel point Émilie était devenue importante pour lui, dans le chaos et la douleur des dernières semaines. Un lien puissant s'était tissé entre eux, fait de complicité, de confiance et peut-être de quelque chose de plus profond encore. « Tu sais, » dit-il en plantant le dernier rosier, « je ne t'ai jamais vraiment remercié. Sans toi, je n'aurais jamais découvert la vérité. Je serais resté Félix Mercier, le jardinier hanté par un passé incomplet. Et moi, je serais peut-être devenue orpheline, » répondit-elle doucement. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions trop complexes pour être exprimées par de simples mots. Lentement, presque timidement, Félix se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, comme une question. Émilie y répondit avec une tendresse qui effaça momentanément toutes les ombres du passé. Lorsqu'ils se séparèrent, un peu essoufflés, un peu surpris par l'intensité de ce moment, elle sourit. « Est-ce que ça veut dire que je suis invitée à rester aux hauteurs ?» demanda-t-elle, taquine malgré l'émotion qui faisait briller ses yeux. « Plus que ça, » répondit-il sérieusement. « Je voudrais que tu m'aides à transformer cet endroit, ton expertise en criminologie, ta compassion, ta force. Les hauteurs a besoin de toi. » Il hésita, puis ajouta plus bas, « J'ai besoin de toi. » « Tu es sûr ? Après tout ce qui s'est passé ici, justement, affirma Félix, c'est l'occasion de réécrire l'histoire des hauteurs, de transformer un lieu marqué par la haine et la vengeance en un espace de guérison et d'espoir. » Émilie prit sa main terreuse dans la sienne. « Dans ce cas, j'accepte. » Le soleil commençait à décliner, baignant la nouvelle roseraie d'une lueur dorée. Au loin, le manoir des hauteurs se dressait, imposant mais différent désormais, comme l'avait de ses secrets, prêt pour un nouveau chapitre. « Il y a une dernière chose, » dit Félix en sortant une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit, révélant un simple anneau en or surmonté d'une petite pierre ambrée. « Je l'ai trouvé dans les affaires de mon père. C'était la bague de fiançailles qu'il comptait offrir à ma mère. Je sais que c'est tôt, peut-être trop tôt, mais... » Félix, l'interrompit doucement Émilie. « Ce n'est pas une demande en mariage, n'est-ce pas ?» Il rougit légèrement. « Non, pas encore. C'est une promesse, que quoi qu'il arrive, quels que soient les fantômes qui hantent encore les hauteurs, nous les affronterons ensemble. » Émilie tendit sa main gauche, et Félix y glissa délicatement l'anneau. « Une promesse ?» répéta-t-elle. « Et un jour, quand les roses de cette nouvelle roseraie fleuriront pleinement, exactement, » confirma-t-il avec un sourire. À cet instant précis, comme pour sceller leur engagement, un bourgeon du rosier central qu'ils venaient de planter s'ouvrit légèrement, laissant entrevoir une pétale d'un rouge profond. « Regarde !» s'exclama Émilie, stupéfaite. « Il fleurit déjà. »« C'est impossible à cette saison, » murmura Félix. Également étonné,
Ils contemplèrent ce petit miracle en silence, main dans la main. Le vent s'était apaisé, et un calme serein enveloppait désormais les hauteurs, comme si la terre elle-même approuvait ce nouveau départ, cette promesse d'avenir. « Tu sais ce que Marie me disait toujours », dit finalement Félix. « Que les roses ont une sagesse que nous ne comprenons pas, qu'elles fleurissent non pas selon les saisons, mais selon les besoins des cœurs qui les cultivent. Alors celle-ci a fleuri pour nous, » conclut Émilie, en posant sa tête sur son épaule. Au-dessus d'eux, les derniers rayons du soleil embrasaient les fenêtres du manoir, transformant les hauteurs en un phare doré dans le crépuscule naissant. La propriété qui avait été le théâtre de tant de tragédies devenait, enfin, le berceau d'un nouvel espoir. Et dans la terre fraîchement remuée, les racines des jeunes rosiers commençaient déjà à s'étendre, s'entrelacer, formant un réseau invisible mais puissant, comme les liens qui unissaient désormais les derniers habitants des hauteurs. Vivants et morts, dans une réconciliation tant attendue,